Le 4e épisode de la 3e saison de House of the Dragon s'écarte presque totalement de l'œuvre originale. Feu et sang. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Bon nombre de ces changements découlent d'épisodes précédents, et il semble que la série cherche à nouer certaines intrigues en suspens pour se rapprocher à nouveau du canon littéraire. Voyons comment cet épisode a modifié l'histoire, tout en faisant parfois écho au récit d'origine. À Port-Réal, on voit Rhaenyra en difficulté. Bien qu'elle ait récupéré des biens auprès des nobles et envoyé Daemon lever l'impôt dans le Val, elle reste confrontée à d'autres problèmes. Les ressources sont toujours limitées, son conseil est réduit et sa main l'a abandonné par pure rancune, simplement parce qu'il en avait le pouvoir. En fin de compte, la série cherche à dépeindre une Rhaenyra qui n'est pas pleinement capable de gouverner. Sinon, pourquoi les scénaristes l'auraient-ils amené à solliciter des informations auprès de Alicent ou à poser des questions élémentaires comme celle de savoir à quel point les Hightower sont liés à la foi. S'il ne s'agissait que de fournir des explications aux spectateurs, je suis certain que les scénaristes auraient pu trouver des moyens plus ingénieux. Pour recomposer son conseil restreint, Rhaenyra rétablit Orwyle dans ses fonctions de grand maître et nomme Lord Torren Manderly, nouveau venu, grand argentier. Ces deux nominations diffèrent de l'œuvre originale. Dans le livre, Orwyle est fait prisonnier sous le règne de Rhaenyra. C'est Gérard X, le maître de Père Dragon, qui est alors nommé Grand Maître, tandis que Lord Bartimos Celtigar, de Pince Hill, devient le grand argentier de Rhaenyra. Tout comme dans Feu et sang, Lord Ormond Hightower s'est emparé de la ville marchande de Chutebourg. Sachant qu'elle ne peut attaquer une cité qui s'est raillée à sa cause, Rhaenyra y dépêche ses semences de dragons, Sir Ulf et Sir Hugh, pour surveiller les lieux sans intervenir, le temps que les gens du Conflant et les loups de l'hiver arrivent de leur région pour livrer bataille à Chutebourg. Depuis la saison 2, la série a pris soin d'étoffer le passé de Ulf et de Hugh. Si Ulf ne se soucie que de lui-même, bien qu'il sollicite auprès de Rhaenyra faveur et grâce pour ses compagnons de beuverie, Hugh, lui, fait passer sa famille avant tout. La saison dernière, sa fille est morte, en partie à cause du blocus imposé à Port-Réal. Cette saison, sa femme Kat part s'installer chez son frère à Chutebourg, ce qui amènera sans aucun doute Hugh à faire des choix difficiles. En fait, Kat se retrouve directement menacée par l'armée des Verts dans cet épisode. Les soldats verts ont investi leur maison et l'un d'eux, un certain Garrick, s'en prend à Kat, à son frère et à sa belle-sœur. Le frère de Kat finit par être tué à la fin de l'épisode par Daeron, qui agit essentiellement sous la manipulation de son oncle et figure paternelle Ormond, le poussant à commettre cet acte contre son gré. Cette mort aura sans nul doute des répercussions directes sur Kat et Hugh. Sans la présence du frère, cela sent mauvais pour Kat, et bien que je ne vois pas comment le meurtre de sa famille par les Verts pourrait faire autre chose que pousser Hugh à brûler Chutebourg, il sera intéressant de voir la réaction de Hugh et où tout cela nous mènera. Mais je ne vois pas comment cela pourrait être identique à ce qu'on sait de Feu et sang. Dans le livre, Hugh n'a ni femme ni famille. Toute cette intrigue est donc propre à la série. Comme le relate Feu et sang, le prince Aemon et Sir Criston Cole se trouvent alors tous deux à Harrenhal. Dans cet épisode, Cole et Sir Gwen Hightower arrivent à la forteresse avec leur armée pour découvrir que Aemon a, apparemment, disparu. Dans l'épisode 2, on voit Aemon et Vhagar anéantir la garnison laissée sur place par Daemon. Aemon reçoit alors un violent coup d'épée de la part du fils de Sir Simon Fort avant de s'effondrer aux pieds d'Alice Rivers. Dans cet épisode, Alice semble être la seule personne encore présente à Harrenhal. Si elle pouvait certes cacher Aemon, peut-être pour le soigner ou pour lui prodiguer les mêmes soins qu'à Daemon la saison précédente, il serait impossible de dissimuler Vhagar. Sir Gwen est prêt à renoncer au combat, tandis que Criston suggère d'affronter l'armée de Daemon d'homme à homme, sans dragon, malgré les faibles chances de succès. Dans le livre, Gwen est déjà mort à ce stade, tué par ses frères d'armes du guet de Port-Réal lorsque Rhaenyra s'empare de la ville. Comme les sources originales restent assez vagues quant à l'endroit où se trouve Aegon II après sa fuite de Port-Réal, probablement en compagnie de Larys Fort, la série a imaginé une intrigue secondaire inédite se déroulant dans les terres de la couronne, avec une touche rappelant l'humour des Monty Python. Dans cet épisode, Aegon retrouve notamment le corps de son dragon, Feu du Soleil, tombé près de Repos des Freux. Il soutient que le dragon est encore en vie, ce qui concorde avec le livre, où Feu du Soleil est grièvement blessé après la bataille, mais jamais considéré comme mort. Dans la seconde partie de l'épisode, Aegon et Larys arrive à Repos des Freux et se retrouve au service de l'homme acariate qui commande les lieux. Aegon doit alors ravaler sa fierté pour survivre.
Le dernier enfant de Aegon et Elaena, le prince Maelor, n'est pas encore né dans la série. Dans cet épisode, lors d'un moment d'intimité mère-fille, alors qu'elles sont retenues captives, Alicent découvre que Elaena est enceinte. Sa grossesse est à peine visible, et compte tenu de l'état dans lequel se trouvait Aegon à son retour de la bataille de repos des Freux de la saison précédente, il est difficile d'imaginer que l'enfant ait pu être conçu après cet événement. Cela soulève la question de savoir combien de temps s'est réellement écoulé depuis la bataille, voir si l'enfant est bien celui de Aegon. Depuis des années, de nombreux fans supposent que Aemon a peut-être cherché à se rapprocher de Elaena. Espérons que nous obtiendrons des réponses dans les 4 derniers épisodes. Quoi qu'il en soit, le fait que Elaena soit la reine de Aegon et qu'elle soit enceinte n'est pas de bon augure pour l'enfant à naître. Tout enfant d'Aegon doit être considéré comme un prétendant potentiel au trône. Nous savons pertinemment que Rhaenyra est contre le meurtre d'enfants et que, en tant que mère ayant déjà perdu 3 enfants, elle s'opposerait à l'assassinat d'un nourrisson sans défense. Toutefois, il serait tout à fait logique qu'elle envisage au moins de garder l'enfant en otage malgré son innocence. Dans cet épisode, le prince Daemon obtient de l'or de la part de Lady Jynarine. Cette somme est censée compenser l'absence des troupes qu'elle n'a pas envoyées. S'estimant lésée par l'accord conclu avec le prince Jacaerys, ce dernier lui avait promis des dragons alors qu'elle n'a reçu que des bébés dragons et des œufs. Dans le livre Tyrax, le dragon du prince Joffrey est de petite taille et ne fait certes pas le poids face à des dragons adultes, mais il reste assez redoutable pour protéger le Val et dissuader un adversaire dépourvu de dragon. Cet épisode semble confirmer que les princes Joffrey, Aegon et Viserys sont en route pour Pentos pour leur sécurité. Il s'agit d'une différence majeure par rapport à l'intrigue de l'épisode 1, où le prince Jacaerys meurt en essayant de sauver son frère. Cette allusion à leur départ permet à la série de se rapprocher du récit original concernant l'avenir d'au moins l'un de ses personnages. Le prince Viserys disparaît en effet durant le voyage et est présumé mort pendant plusieurs années, mais il reste à savoir ce qui se passera par la suite. Peut-être que Rhaena tente de les rejoindre. D'ailleurs, en parlant de Rhaena, elle vit un exil volontaire dans le Val, après avoir indirectement causé la mort de Jacaerys. Dans cet épisode, le dragon de Daemon l'emmène jusqu'à l'antre de voleurs de moutons, où il retrouve sa fille. En découvrant la vérité sur le rôle joué par Rhaena dans la mort de Jacaerys, Daemon l'incite à abandonner voleurs de moutons pour rejoindre ses demi-frères à Pentos, où elle est censée veiller sur eux, ou même à l'accompagner à Port-Réal pour révéler la vérité à Rhaenyra et ainsi se réconcilier avec sa famille. Ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Daemon, par amour pour sa fille, un sentiment que la série nous montre enfin pour la première fois, ment alors à Rhaenyra en prétendant avoir tué celui qui montait voleur de moutons. Bien que je n'apprécie pas que la série ait évincé Horty de l'intrigue pour confier son rôle à Rhaena, j'ai aimé voir Daemon confronté à ce dilemme moral, trahir la confiance de sa fille, qui n'avait certainement pas l'intention de causer la mort de Jacaerys, ou mentir à Rhaenyra, son épouse et reine, ce qui constitue en soi un acte de trahison. Si ce mensonge venait à s'envenimer, il pourrait bien être à l'origine d'un énorme conflit entre Daemon et Rhaenyra. Cette situation fait également écho à Feu et Sang. Si certaines sources affirment que Horty devient la maîtresse de Aemon, de nombreux fans ont toujours interprété l'ambiguïté de sa loyauté envers elle comme le signe d'une relation secrète de père à fille. Dans le livre, alors que Horty part combattre sur le dos de voleurs de moutons, Rhaena mène une existence bien différente. Elle est certes envoyée dans le Val avec les jeunes enfants de Rhaenyra, tout comme dans la série, mais elle ne part jamais pour Pentos, ni se lance à la recherche de dragons. Elle demeure plutôt dans le Val, sous la protection de Jynarine, jusqu'à la fin de la guerre, à l'abri des horreurs qui se déroulent au-delà de ses frontières. Cette période de la vie de Rhaena est peu montrée, tout comme la longue éclipse vécue par Aegon II après sa disparition de Port-Réal. Une fois la guerre terminée et tous les dragons morts, Rhaena se rend à Port-Réal pour revendiquer sa place de princesse Targaryen et de membre clé de la lignée. Et elle arrive avec une surprise, un petit dragon rose, nouveau-né nommé Point du Jour. Rhaena, qui n'avait jamais eu de dragon, voit enfin son vœu exaucé lorsque l'un des œufs dont elle avait la garde éclot sous ses yeux. Le dragon incarne une lueur d'espoir pour la maison Targaryen, après les ravages qu'elle a subis. Le duo qu'elle forme avec Rhaena joue un rôle crucial dans le chapitre de l'histoire de Westeros qui suit la danse des dragons. Les Omètres seraient un choix pour le moins étrange, tant elle figure parmi les personnages les plus déterminants pour le dénouement de l'histoire. En somme, Rhaena Targaryen devient la dernière dragonnière Targaryen avant Daenerys. Heureusement, je ne pense pas que la série fera l'impasse sur Point du Jour ou sur le retour de Rhaena à Port-Réal. La série emprunte plutôt un chemin détourné pour y parvenir en passant par l'intrigue de Horty. Dans le livre, le prince Daeron, le plus jeune enfant du roi Viserys et de la reine Alicent, grandit à Port-Réal aux côtés de ses frères et sœurs, ainsi que des enfants de Rhaenyra. C'est là qu'il hérite de l'aversion que ses frères aînés éprouvent
pour ces derniers. Doté des traits valériens caractéristiques, Daeron est envoyé à l'âge de 12 ans à Villevieille pour être élevé auprès de son oncle Ormund, accompagné de son dragon, Tessarion. La série a modifié l'histoire du personnage. Dans cet épisode, Alicent avoue à Rhaenyra qu'elle souhaitait que Daeron soit élevé comme un Hightower plutôt que comme un Targaryen, raison pour laquelle il a été envoyé à Villevieille dès son plus jeune âge. Son apparence physique, qui rappelle celle d'Alicent plutôt que celle de ses frères et sœurs Targaryens, en témoigne. Ormund a élevé Daeron comme le sien, au prix peut-être d'années de mauvais traitements, et décide, dans cet épisode, de changer d'allégeance pour élever Daeron au rang de roi. Une telle situation ne se produit jamais dans le livre. Le fait que le camp des Verts proclame 3 rois en l'espace d'une douzaine d'épisodes révèle à quel point ce clan est fragmenté. Cela entraînera-t-il une scission du camp en différentes factions? Ou bien les personnages seront-ils à nouveau victimes de l'absence de messagerie instantanée, à l'instar de Criston et Gwen qui ne découvrent que maintenant la prise de Port-Réal par Rhaenyra durant les 4 derniers épisodes de la saison? Et pour quel camp le public finira-t-il par prendre parti? Comme mentionné précédemment, Daeron possède la chevelure blanche caractéristique de la lignée dans Feu et Sang. Mais dans la série, il arbore une chevelure brun-roux. Une théorie circule parmi les fans selon laquelle Daeron aurait bien les cheveux blancs, mais que Ormund les aurait fait teindre en brun. Après tout, nous savons que Ormund met tout en œuvre pour garder Daeron à ses côtés, car le contrôler revient également à contrôler un héritier du trône de fer, ainsi que son dragon Tessarion. Dès lors, pourquoi ne chercherait-il pas à dissimuler son atout majeur? Dans le 3e épisode de la saison 3, on apprend que Ormund a fait teindre les cheveux d'un garçon en blanc pour le faire passer pour Daeron et le remettre à Daemon. C'était un plan très astucieux, et pourtant, il pourrait être encore plus élaboré que le public ne l'avait imaginé au départ. Après tout, qu'est-ce qui empêchait Ormund de teindre également en brun les cheveux naturellement blancs du véritable Daeron afin de le dissimuler aux yeux des Noirs? Daeron a été envoyé à Villevieille alors qu'il n'était qu'un jeune enfant, c'est pourquoi même sa mère, Alicent, ignore à quoi il ressemble aujourd'hui. Toutefois, un trait aussi marquant que la couleur de ses cheveux aurait pu être connu dès sa naissance, ou quelques mois plus tard seulement, ce qui implique que Rhaenyra devait également être au courant. Peut-être que Ormund a misé sur le fait que le camp des Noirs savait que Daeron avait les cheveux blancs, pour rendre la supercherie encore plus crédible. Il est également important de se rappeler que Alicent a remis en question la légitimité des enfants de Rhaenyra au cours de la première saison, car il ne ressemblait pas à celui qui était censé être leur véritable père, les Norvellarions. Puisque Alicent a accordé une telle importance à la couleur des cheveux de ses 3 enfants, il est peu probable que quiconque au Donjon Rouge, et surtout pas Rhaenyra, ait ignoré que Alicent elle-même avait donné naissance à plusieurs enfants, dont l'un avait les cheveux bruns tandis que les autres avaient les cheveux blancs. Une autre explication possible à la chevelure brun-roux de Daeron réside dans le jeu de la génétique. Les Targaryens s'efforcent de préserver la pureté de leur lignée, ce qui explique les nombreux mariages consanguins en leur sein. Toutefois, les unions avec d'autres maisons peuvent modifier les traits caractéristiques des Targaryens, car leurs gènes se sont révélés être récessifs. Dans les romans, plusieurs Targaryens ne possèdent ni les yeux violets, ni les cheveux argentés. La reine Alysanne avait les yeux bleus, la princesse Alyssa Targaryen avait les cheveux blonds et un œil vert, et même Rhaenys Targaryen avait les cheveux noirs. Sa mère étant une Baratheon. Dès lors, il est fort probable que nous assistions à un scénario similaire avec Daeron à l'écran. Alicent Hightower a les cheveux brun-roux, tandis que Otto et Ormund ont tous deux les cheveux bruns. Cela pourrait expliquer pourquoi Daeron, le fils de Alicent, a les cheveux bruns-roux. Il pourrait également s'agir d'un choix créatif visant à permettre au personnage de se démarquer. Dans l'œuvre originale, Daeron Targaryen a bien les cheveux blancs. Toutefois, ce trait distinctif aurait pu être modifié afin de le différencier de ses 2 frères. Bien que l'on n'ait peu vu Daeron à l'écran, il a déjà fait preuve de bien plus de compassion que Aegon et Aemon ne l'ont jamais fait. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il a été élevé davantage comme un Hightower que comme un Targaryen. La chevelure de Daeron pourrait illustrer visuellement toutes les différences qui le distinguent de sa famille, quelle que soit la véritable raison pour laquelle il ne porte pas les cheveux blancs caractéristiques des Targaryens. Peut-être obtiendrons-nous des réponses plus concrètes à la sortie de nouveaux épisodes, ou si l'équipe de la série évoque un jour cette situation lors d'une interview. En attendant, il semble que Daeron se soit teint les cheveux pour passer inaperçu aux yeux des Noirs, ou bien que la génétique ait joué un rôle dans cette affaire. Pour finir sur la couleur de cheveux de Daeron, il y a aussi un gros clin d'œil au jeune Griff, le Aegon supprimé de Game of Thrones, celui qu'on n'a jamais vu, qui lui aussi s'est éteint les cheveux et que Tyrion a découvert. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.